Nous sommes le 1er décembre 2018, une nuit comme une autre, du moins en apparence. Les caméras de vidéosurveillance filment Grace, 22 ans, et son rendez-vous Tinder, Jesse, alors qu'ils s'apprêtent à quitter un bar, tranquillement. Ils se sont rencontrés seulement quelques heures plus tôt, et pourtant, tout donne l'impression qu'ils se connaissent déjà. De l'extérieur, tout semble normal, presque parfait. Trop parfait ? Peu de temps après, on les voit marcher vers un hôtel tout proche, puis entrer dans la chambre de Jesse. Rien d'inhabituel, rien d'alarmant, et pourtant, personne ne pouvait savoir que ce serait la dernière fois que Grace serait vue en vie. Avant de commencer l'affaire d'aujourd'hui, prenez une seconde pour liker la vidéo, laissez un commentaire et vous abonner. Votre soutien fait toute la différence. Le lendemain devait être son anniversaire, et pourtant, personne n'a réussi à la joindre de toute la journée. Et les jours suivants n'ont rien changé. C'était comme si elle s'était volatilisée, comme si elle avait disparu de la surface de la Terre. Très vite, ses amis et sa famille signalent sa disparition, mais sans aucun résultat. Pendant ce temps, Jess est filmée par les caméras de vidéosurveillance, allant et venant, montant et descendant dans l'ascenseur, transportant des produits de nettoyage, ainsi que ce qui ressemble à une valise dont le contenu allait choquer tout le monde jusqu'au plus profond. Et ce qui rend l'affaire encore plus glaçante, c'est que le tueur avait déjà un autre rendez-vous prévu. Si la police n'intervient pas rapidement pour l'arrêter, cette jeune femme, et bien d'autres encore, pourraient devenir les prochaines victimes de ce même homme. À 17h37, le 1er décembre 2018, Grace, qui vient tout juste de terminer un voyage en sac à dos de l'Angleterre jusqu'en Nouvelle-Zélande, quitte son auberge pour aller rencontrer Jess. De son côté, Jess boit un verre avant le rendez-vous dans un bar du quartier, enchaînant plusieurs bières avant même que la rencontre ne commence. D'ailleurs, lorsqu'il quitte le bar, on peut encore voir au moins 4 bouteilles vides posées sur la table. Ils se retrouvent ensuite dans un endroit très fréquenté, entouré de nombreuses personnes, ce qui rassure Grace pour ce premier rendez-vous. Mais ce sentiment de sécurité n'est qu'une illusion, car Jesse n'a aucune intention de faire quoi que ce soit en public. Il préfère attendre qu'il se retrouve seul, sans se douter de quoi que ce soit. Grace accompagne Jesse dans un premier bar. Ils y boivent ensemble pendant plus d'1 heure, avant de continuer la soirée dans un bar mexicain vers 19h15. Puis, un peu plus tard, ils se rendent dans un autre établissement, le Blue Stone Room, aux alentours de 20h30. C'est là que Jesse tente de se rapprocher davantage d'elle. À 20h54, ils s'embrassent pour la première fois. Peu après, Jesse part aux toilettes. Et pendant ce temps, Grace envoie son tout dernier message. Elle écrit à ses amis que tout se passe très bien, qu'elle a l'impression de vraiment accrocher avec lui. Elle est sans doute heureuse, impatiente de passer la nuit avec un homme qu'elle apprécie sincèrement. Elle ne pouvait absolument pas imaginer qu'il s'apprêtait, au contraire, à mettre fin à sa vie de l'une des façons les plus atroces qui soient. Le lendemain matin, le téléphone de Grace commence à recevoir de nombreux messages. C'est son anniversaire et ses proches veulent lui souhaiter, mais aucun message ne recevra jamais de réponse. Le premier véritable signe d'alerte apparaît à 8h lorsque Jesse entre dans le même ascenseur, seul cette fois, et jette un regard étrange à la caméra. Vous pensez encore qu'il va simplement chercher un café pour elle ? Malheureusement, la réalité est tout autre. Au cours de cette nuit-là, Jesse tue Grace par strangulation et désormais, il va tout faire pour tenter de dissimuler son crime. Il sait qu'il doit agir vite car une autre victime potentielle l'attend déjà. Dès le matin, aux alentours de 8h07, Jesse est en ville, prêt à entamer ce qui deviendra l'une des virées shopping les plus glaçantes qui soient. Il commence par un magasin situé sur Elliott Street où il achète une valise dans laquelle il prévoit de cacher le corps de Grace. Il en vérifie soigneusement la largeur et la profondeur pour s'assurer qu'elle puisse y entrer afin de se débarrasser du corps avant que qui que ce soit ne le découvre. 25 minutes plus tard, il se rend dans un autre magasin et achète plusieurs produits de nettoyage destinés à effacer toute trace du meurtre. Il retourne ensuite à son appartement pour plusieurs heures avant de réapparaître vers 10h42. Peu après, il monte dans un taxi et se rend chez Apex Car Rental, où il loue une voiture. Mais ce qu'il fait ensuite est véritablement choquant et met une pression énorme sur la police pour découvrir et résoudre son crime le plus rapidement possible. Pendant que le corps de Grace repose dans son appartement,
Jesse sort avec une autre fille qu'il a rencontrée sur Tinder, sachant qu'il a déjà tout le matériel nécessaire pour dissimuler un corps. Certains pensent qu'il prévoyait qu'elle devienne sa deuxième victime de la journée. À son arrivée au bar, Jesse porte exactement les mêmes vêtements que la veille, probablement ceux qu'il portait lorsqu'il a tué Grace. On ne sait pas si, dans ses premiers messages avec cette fille, il a été aussi insistant, mais ce que l'on sait, c'est que la conversation qu'il entame avec elle lors du rendez-vous fait immédiatement apparaître de sérieux signaux d'alerte. Cela l'a littéralement terrifié. Apparemment, il voulait lui parler de la manière de cacher un corps pour échapper à la police. Immédiatement, le rendez-vous prend fin, et les instincts de cette jeune fille ont probablement sauvé sa vie. Il est difficile d'imaginer l'horreur qu'elle aurait ressentie en découvrant la vérité sur l'homme qu'elle venait tout juste de quitter, certaine qu'il avait probablement prévu pour elle le même sort qu'il a réservé à Grace. À 20h56, on voit Jesse revenir à son appartement avec un équipement, plus précisément un nettoyeur de tapis qu'il compte utiliser pour effacer toute trace de Grace. Dans ses mains, il tient même 2 bouteilles de produit pour être sûr d'avoir assez pour faire le travail correctement. 30 minutes plus tard, nous découvrons le résultat de tous ses efforts. Il s'apprête à dissimuler le corps, il réapparaît dans l'ascenseur avec un chariot chargé de plusieurs valises, dont la fameuse valise qu'il avait achetée plus tôt dans la matinée. Elle est bien trop lourde pour autre chose que ce qu'elle contient. Le corps sans vie de Grace, bien sûr, il ne peut pas traverser les rues avec autant de bagages, ce qui explique pourquoi il a loué une voiture. Quelques minutes plus tard, on le voit charger la voiture de location avec toutes les valises, prêt à passer à l'étape suivante pour tenter de dissimuler ce meurtre, en cachant le corps dans un endroit où il pense que personne ne pourra le retrouver. Le lendemain matin, à 7h, Jesse achète une pelle et retourne à son appartement, où il récupère des vêtements à envoyer au pressing, détruisant ainsi d'autres preuves potentielles de son crime. Mais il n'en a pas terminé. Il s'arrête devant une poubelle au hasard et y jette un grand sac. Ensuite, Jesse fait nettoyer sa voiture de location en profondeur, accordant une attention particulière à l'arrière du véhicule, là où il avait caché la valise contenant le corps de Grace. Et avec cela, son travail est terminé. Pendant les 2 jours qui suivent, la famille et les amis de Grace traversent une période de tourmente, sans aucune nouvelle d'elle. Personne n'a eu de ses nouvelles. Elle n'a rien publié sur les réseaux sociaux et elle ne répond ni à l'un ni à l'autre de ses 2 téléphones. Sa famille la signale disparue à la police d'Auckland le 5 décembre. Le père de Grace, David, se rend même à Auckland et lance un appel émouvant pour le retour sain et sauf de sa fille. Avec toute l'attention médiatique à ce moment-là, Jesse a probablement vu cet appel. Et pourtant, les suppliques de la famille restent sans réponse. Mais la police d'Auckland est sur le point d'utiliser toutes sortes de méthodes pour retracer les derniers déplacements de Grace et retrouver leur principal suspect dans sa disparition. Ils découvrent qu'elle était sortie avec un homme mystérieux et après avoir passé au crible des heures de vidéosurveillance, ils identifient enfin la dernière personne avec qui elle a été vue et remontent jusqu'à son appartement. Le 5 décembre, à 15h, la police se rend au City Life Hotel, mais ils manquent presque leur homme. Jesse les observe dans le hall alors qu'ils approchent de la porte d'entrée et pense que s'ils s'éloignent tranquillement, personne ne le remarquera. Mais ces policiers, aux yeux d'aigle, ne laissent rien passer et l'appréhendent rapidement avant qu'il ne puisse s'échapper. À ce moment-là, la décision la plus intelligente pour Jesse serait d'avouer son crime, peut-être prétendre à un accident et d'assumer les conséquences. Mais il ne fera rien de tel. Dans la salle d'interrogatoire, il prévoit de mentir pour s'en sortir. Ce qu'il ignore totalement, c'est que la police a déjà visionné chaque geste de cette nuit-là et dispose de toutes les preuves qu'il pouvait espérer obtenir. Au début de l'interrogatoire, Jesse n'a aucune raison de mentir, puisqu'il se contente de raconter les événements qui ont précédé le meurtre. Peu de temps après le début de l'interrogatoire, Jesse se retrouve pris dans son premier mensonge. Il prétend que c'est Grace qui insistait pour ce rendez-vous, alors que nous savons déjà que c'était lui qui avait fait tous les efforts pour la rencontrer dans leurs premiers échanges. Lorsque Jesse est confronté aux preuves des caméras de surveillance, il continue de mentir, creusant un trou dont il aura bien du mal à sortir. Le policier sent évidemment qu'il se passe quelque chose d'étrange. Le comportement et les réponses de Jesse ne semblent pas cohérents. Rien ne tient la route. Et si Jesse ment,
Il suffira de quelques bonnes questions pour le déstabiliser complètement. Le policier commence alors à exercer la pression, plongeant Jesse dans une panique totale. Il n'est pas encore arrêté, mais la police d'Oakland est convaincue que Jesse est soit directement responsable de la disparition de Grace, soit impliqué d'une manière ou d'une autre. Plus ils enquêtent sur cette affaire, plus les preuves s'accumulent pour le désigner comme le coupable. Et ce n'est pas seulement grâce aux images de vidéosurveillance que l'affaire avance. Vous vous souvenez de la nouvelle valise et des produits de nettoyage que Jesse a achetés le lendemain matin ? Croyez-le ou non, tout a été payé avec la carte de crédit de Grace, y compris une nuit supplémentaire au City Life Hotel. Il est même possible qu'il ait payé son deuxième rendez-vous avec sa carte. Cette nuit supplémentaire à l'hôtel aurait dû lui laisser le temps de nettoyer les traces. Mais il faudra bien plus qu'un simple nettoyeur de tapis pour effacer toutes les preuves. Lorsque la police perquisitionne son appartement, ils trouvent des traces du sang de Grace. Les paiements par carte de crédit, les témoignages des témoins, les localisations téléphoniques plaçant Grace et Jesse ensemble, ainsi que les détails saisissants des vidéos de surveillance ont littéralement coincé le suspect. Lors de son deuxième interrogatoire, le 7 décembre, Jesse n'a plus d'autre choix que d'avouer. Une confession qui allait bientôt donner lieu à l'une des défenses les plus étonnantes, mais aussi les plus troublantes jamais présentées devant un tribunal. Les médias ont surnommé cela la défense 50 Shades of Grey. L'idée repose sur le fait qu'une personne pourrait consentir à être blessée pendant des rapports intimes en connaissant les dangers. Si elle ne manifeste aucun signe d'arrêt, cela pourrait être interprété comme un accident, et la personne responsable ne devrait pas être poursuivie pour meurtre. Mais cette défense a toujours été perçue comme un simple bouc émissaire, utilisé par des avocats pour essayer d'obtenir une peine plus légère pour leurs clients, dans ce cas, l'homicide involontaire. Cela ne change en rien ce qui s'est passé après la mort de Grace, ni la série d'événements troublants révélés lors de l'enquête. Du 1er décembre, la veille du rendez-vous, jusqu'au 7 décembre, la police a découvert des recherches Google effectuées par Jesse pour trouver un endroit où cacher le corps. Il avait également pris des photos du corps de Grace avant et après l'avoir mis dans la valise. Le corps de Grace a été retrouvé le 9 décembre 2018 dans les Waitakere Ranges, juste à l'extérieur d'Oakland. Il a été déterminé qu'elle avait été étranglée et présentait des ecchymoses sur les bras et la poitrine, compatibles avec le fait d'avoir été maintenue au sol. En Nouvelle-Zélande, il n'existe pas de distinction entre meurtre au premier ou au second degré. Toutes les accusations sont traitées de la même manière et entraînent une peine de réclusion à perpétuité. Cela signifie qu'il n'y avait pas d'enquête sur la préméditation. Tout ce qui importait était de déterminer si Jesse l'avait tué ou non. C'était aussi simple que cela. Jesse a continué à clamer son innocence, mais il a finalement été reconnu coupable. Le 21 février 2020, il a été condamné à la réclusion à perpétuité, avec une période minimale de sûreté de 17 ans, avant toute possibilité de libération conditionnelle. Après son procès, 2 autres femmes se sont manifestées, affirmant que Jesse les avait agressées sexuellement après les avoir rencontrées sur Tinder. Il a également été reconnu coupable de ces faits, ce qui a ajouté 11 années supplémentaires à sa peine de réclusion à perpétuité. N'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous pour partager vos impressions et vos réactions. Pensez aussi à liker la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et à très bientôt pour une prochaine affaire.